Dans Tree of Life de Terrence Malick, il y a ces images étranges, énigmatiques. On dirait que le cinéaste convoque les attentats du 11 septembre 2001 à l'état de fantôme. Des tours d'immeubles, des vols d'oiseaux, dans un ciel sans nuages. Tout est calme en apparence et pourtant, quelque chose menace. Une inquiétude. Peu à peu, une mémoire remonte. Une mémoire des tours. L'attentat qui a frappé New York. Le 9/11. Les attentats du 11 septembre 2001 ont été filmés. En choisissant d'attaquer les 2 tours du World Trade Center, surveillées et visées en permanence par les caméras, les terroristes savaient que leur crime deviendrait automatiquement un film d'horreur, un film pour terroriser. Le cinéma a montré ce moment de sidération, quand le monde découvre les attentats par ces images. La télévision, saturée par l'événement, et qui passe en boucle le film des attaques. Les médias construisent en direct une dramaturgie imposée par les terroristes. La tour nord, endommagée par le premier avion, le deuxième avion qui se crache dans la tour sud, la boule de feu et la fumée noire qui montent dans le ciel, un corps qui saute dans le vide pour échapper aux flammes, enfin l'effondrement des tours, le nuage de fumée qui s'engouffre dans la ville, la peur et la panique qui s'emparent des rues et que Michael Moore nous montre sans images, juste par le son, au début de son Fahrenheit 9/11. Dans les heures qui suivent l'attaque, on parle beaucoup d'Hollywood. De tous ces films qui avaient joué et rejoué la catastrophe pour le plaisir. Les tours prises d'assaut par les terroristes qui explosent dans un déluge de feu, en piège de cristal. La fin du monde, selon tous les scénarios possibles. Attaque extraterrestre dans Independence Day. Catastrophe géophysique dans Deep Impact en 1997. Tout le cinéma américain d'action d'avant 2001 est passé au crible pour comparer le fantasme et la réalité. On pense aussi à quelques films de guerre, à Nimitz de Don Taylor par exemple, avec son étrange tempête qui ramène dans le passé un porte-avions américain et son équipage, quelques jours avant l'attaque japonaise contre Pearl Harbor. Les Boeing détournés sur New York réveillent la mémoire des avions kamikazes de 1941. Du coup, au lendemain des attentats, la reconstitution de Michael Bay, sortie 3 mois plus tôt, est trop douloureuse à regarder, comme une répétition dérisoire de la tragédie à venir. Après la chute des tours, le cinéma américain entre en deuil. Les Twin Towers deviennent un tabou, un memento mori, le rappel brutal de la mort qui a frappé ce jour-là. Car le premier effet cinéma du 11 septembre est rétroactif. Chaque film du temps d'avant les attentats, chaque plan qui montre les tours jumelles intactes, réveille le deuil. Et les Twin Towers, depuis leur construction en 1973, on les avait beaucoup vus et beaucoup aimés. Dans Allô maman, j'ai encore raté l'avion par exemple, quand Kevin, à nouveau égaré, découvre New York pour la première fois. Au générique de Rabbi Jacob, qui ne se lasse pas de les filmer, sous tous les angles, de loin, en panoramique, ou de très près, en contre-plongée. Dans Superman, bien sûr, le premier, celui de 1978, qui fait des tours jumelles le nouveau monument symbole de l'Amérique. Les tours ont parfois été plus qu'un décor, un élément de l'action, un personnage. Dans New York 97, John Carpenter réinvente les tours en décor post-apocalyptique. Les tours marquent le point de départ du récit. La première épreuve pour Plisken est d'atterrir sain et sauf sur elle. Dans le King Kong de John Guillermin, c'est au World Trade Center que Kong emmène sa proie bien-aimée. Entre le classique de 1933 et la version de 1976, on est passé de l'Empire State Building aux Twin Towers. Puis vient le temps d'après. Comment faire revenir les tours dans le champ ? Comment faire avec leur absence? On peut célébrer leur mémoire en racontant d'autres histoires que leur disparition. Ce moment de grâce d'août 74, où un funambule marcha entre elles, sur un fil d'acier, à 417 mètres du sol. On peut inscrire leurs ruines toutes récentes dans le corps de la fiction, comme Spike Lee dans 24 heures avant la nuit. 2 amis regardent les décombres en bas, tandis que les bulldozers nettoient le Ground Zero, la blessure béante au cœur de la ville. On peut aussi, comme Martin Scorsese, raconter l'histoire de New York, comme une suite de surimpressions. Filmer ainsi le passage du temps, depuis la violence originelle des premiers gangs, jusqu'à aujourd'hui, et conclure par un plan des tours, comme un signe de puissance, indifférente à l'avenir.
Certains films se sont attaqués frontalement à l'événement, ont tenté une reconstitution. Ce sont souvent des hommages aux passagers américains du 4e avion, le vol 93, qui se sont révoltés contre les terroristes pour les empêcher d'atteindre leur cible. Hommage aux pompiers et sauveteurs new-yorkais dans World Trade Center d'Oliver Stone, qui reconstitue pour la première fois les ruines en s'inspirant des photographies de la presse. Mais le plus souvent, le cinéma américain a évité l'approche frontale. C'est sur un mode allégorique qu'il revient sur l'événement. Dans La Guerre des mondes, Spielberg puise dans les images médiatiques de l'événement comme dans un réservoir de cygnes, qu'il remet en scène sur un mode spectaculaire. Le clocher qui s'effondre, les corps qui se désagrègent, la pluie de cendres qui recouvre les corps et les visages, tout rejoue le 9/11. Night Shyamalan fait le même geste. Dans Phénomène, la chute des corps, une des images les plus traumatiques de l'attentat, devient le signe d'un monde en perdition, contaminé par la folie. Une fable sur l'Amérique et le monde post-11 septembre. On retrouvera ce corps qui tombe d'une tour au générique de Mad Men, la série de Matthew Weiner. La chute de l'homme américain, au propre et au figuré, est au seuil de chaque épisode. Dans les années 2000, le retour en force du film catastrophe est comme un écho perpétuel au 9/11. Chaque fois, c'est un symbole qui tombe, comme la Statue de la Liberté, décapitée dans Cloverfield, trauma définitif, qui redouble dans l'ordre de l'imaginaire, la perte réelle des tours jumelles et de ses 3000 victimes. Mais c'est surtout autour de deux motifs esthétiques que le cinéma travaille la mémoire de l'événement. D'abord, l'avion de ligne. L'avion en vol comme une menace, qui fonce sur la ville comme une bombe. C'est le cauchemar initial du pilote Tom Hanks au début de Sully de Clint Eastwood. L'autre motif, c'est le building attaqué et le feu qui dévore la ville. Il est omniprésent dans les films de super-héros, comme dans ce passage d'Avengers, où New York est frappé par une attaque terroriste. Avec ce plan de reflet des tours embrasées dans la vitrine, comme une archive du 11 septembre, rejouée pour le public adolescent. Dans son Batman, Christopher Nolan propose toutes les variations de la ville attaquée. Une fenêtre d'immeuble qui explose, un corps qui saute dans le vide, le ciel de la ville dérangé par des objets volants, une boule de feu et de la fumée noire, un champ de ruines qui rappelle d'autres champs de ruines, des infos télé qui rappellent d'autres infos télé. Et puis il y a Intelligence artificielle de Spielberg. Le film sort fin juin 2001 et imagine le futur de New York. Dans son petit avion, accompagné par son ami Android, l'enfant arrive dans une ville recouverte par les eaux. À l'horizon, comme un signe de reconnaissance, se profilent les deux tours jumelles, intactes. L'apocalypse climatique a épargné le World Trade Center. 2 mois après la sortie du film, la réalité contredisait la science-fiction. Et les deux tours disparaissaient en fumée.